Ok, Voilà. super. Vas-y. Alors, oh, il fait un truc, là, il fait une transcription, en fait. Oui, c'est pas grave. Mais il fallait deux à faire enregistrement et retranscription. Ok, très bien. Bon, bah alors bonjour à tous, je m'appelle Véronique Ajolet, je suis la responsable du pôle insertion professionnelle du service Voix, qui est le service valorisation, orientation et insertion professionnelle de l'étudiant de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc, dans le cadre de plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle, Lofred Mazou, ici présent, s'est proposé de m'ouvrir ce réseau pour informer les étudiants sur les opportunités qu'il y a dans ce secteur. Et aujourd'hui, on va commencer avec une invitée qui s'appelle Laura Dupuis, qui travaille dans le secteur en tant que de la cybersécurité en tant que data scientist. Par contre, je vais vous demander à tous les participants d'éteindre leur micro parce que ça fait du larcène. Voilà. Merci beaucoup. Et, euh, et donc, voilà, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est d'entendre Lofred, qui est une pointure dans son milieu, poser des questions à Laura, qui est elle-même une spécialiste dans son secteur. Donc, moi, je vais être comme vous aujourd'hui. Je vais être dans l'écoute et poser des questions. Pour poser vos questions, ben, il y a deux manières de le faire. Soit vous mettez votre question dans la conversation et je le retranscrirai auprès de Lofred et Laura. Donc, à chaque fois, ben, vous me mettez hâte si vous avez une question précise pour l'un et l'autre, ou alors vous écrivez votre question si elle concerne les deux interlocuteurs. Donc voilà, sinon vous pouvez aussi lever la main et dès que c'est possible, je partage votre question à Laura ou à Lofred. Voilà. Je laisse la parole à Lofred. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Laura, d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content d'organiser en fait cette conférence parce que je pense que ton parcours est très inspirant et de deux, c'est un secteur d'avenir porteur pour les étudiants de Paris 13, de Paris Sorbonne Nord, maintenant le nom a changé, mais aussi tous les autres qui peuvent se connecter. Donc vraiment très heureux. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Moi, je vais me présenter très rapidement. Donc, Lofred Mazou, directeur stratégie à Truera. Truera, c'est une start-up basée à San Francisco, dans la Silicon Valley, qui offre des outils qui permettent de tester, d'évaluer, de débugger les modèles d'intelligence artificielle. Et tout mon background est sur les sujets de gouvernance. Donc, j'ai travaillé au Conseil national du numérique, où j'ai co-écrit la stratégie française en IA. J'ai travaillé au Forum économique mondial, où j'étais chef de projet en IA. Et maintenant, je suis à Truera. Voilà, je suis passé par Sorbonne Paris-Nord il y a plus de 10 ans à présent. J'ai fait une licence en sociologie politique, puis après un master en data science et philosophie à l'Université d'Oxford. Voilà, ça c'est pour ma présentation. Je vais te demander, Laura, d'en faire de même, de rapidement présenter ton parcours. Et après, j'aurai tout un tas de questions à te poser sur ton métier et les points forts de ton parcours. Voilà. Ça marche. Donc, merci pour l'invitation déjà. Bonjour à tous. Moi, je suis Laura Dupuis. J'ai 28 ans, bientôt 29 même d'ailleurs. Et je suis data scientist maintenant depuis plus de 5 ans. Donc, mon parcours étudiant, il a été assez varié, on va dire. J'ai eu un bac S parce que j'étais attirée par les maths. J'avais une appétence à ça, mais j'aimais plus les maths appliquées. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire derrière. Je savais juste que j'aimais les maths appliquées, pas plus. Et je me suis un petit peu baladée sur des salons et forums et j'ai découvert en fait l'IUT STID. À l'époque, c'était un IUT. Maintenant, c'est un BUT en 3 ans. Mais moi, c'était un IUT en 2 ans. L'IUT STID qui consiste, enfin, c'est statistique et informatique décisionnelle, où là, j'avais les maths appliquées que je recherchais et j'ai découvert tout ce qu'il y avait autour de l'algorithme et de l'informatique. J'ai beaucoup aimé, mais je trouvais ça un peu redondant le côté stats et du coup, j'ai décidé de base, je voulais m'orienter vers une école d'ingénieur. Juste à la suite de ça, une école en informatique et maths appliquées qui était à Grenoble aussi justement, où j'ai été refusée. Donc je suis repartie vers une licence, une L3. Je n'entends plus là. Ouais, mon micro il a été désactivé. Ok. Ok, donc je disais, ouais, je suis arrivée en licence, en 3e année de licence en maths informatique, très appliquée.
Et mon but, c'était de rejoindre finalement une école d'ingénieurs spécialisée en data qui est l'ENSEI à Rennes, puisqu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes stages, de mes projets, etc., qu'en fait, c'était un secteur qui me plaisait, qui pouvait être très varié. Du coup, j'ai postulé, j'ai été acceptée sur dossier, en fait. C'est un peu une voie différente de ce qu'on peut connaître, le parcours classique qui est prépa et école d'ingénieur. Et ensuite, j'ai fait donc mes 3 années dans cette école-là, où j'ai beaucoup appris, où j'ai découvert beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux secteurs d'application. Et je l'ai finalisé en 2018, où j'ai pu faire mon stage de fin d'études et où j'ai décroché mon premier CDI derrière dans une petite boîte de conseil qui permet de faire des missions chez différents clients. C'est ce que je recherchais, découvrir toujours de nouveaux secteurs. Avant de, Ouais, avant de continuer sur ton parcours professionnel, je pense qu'on va s'arrêter d'abord sur ton parcours ouais, étudiant, qui est assez riche et hyper intéressant parce que bon, tu commences par ce DUT-là. Dès le départ, tu penses déjà à l'école d'ingénieur. Donc, de ce que j'ai compris dans ton parcours, tu avais déjà un peu ça en tête. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas directement sur un parcours prépa, plus école d'ingénieur? Voilà, pourquoi cette décision de commencer par le DUT et même déjà de penser à l'école d'ingénieur? Donc, comment ça s'est un peu goupillé dans ta ouais. tête au départ? Je savais que les maths appliquées, je le retrouvais en école d'ingénieur et que ça donnait une facilité supplémentaire en arrivant sur le marché ensuite, qu'on était un peu mieux valorisé. Donc moi, c'était ça au départ mon but. Mais je savais que la prépa allait pas me convenir dans la façon d'apprendre, etc. Je savais que c'était pas fait pour moi. Le rythme, tout ça, ça allait pas avec ma personnalité aussi. Enfin, c'est comme ça que je le concevais. Et j'avais vraiment besoin d'applications concrètes. C'est surtout ça qui me motivait. Et du coup, je me suis orientée vers un IUT parce que ça répondait à exactement ces demandes-là et que je savais qu'il y avait une passerelle potentielle pour arriver après sur admission sur titre dans une école d'ingénieur. Donc, je me suis dit, c'est avec ce que j'avais envie et ce qui était possible, j'ai mixé les deux et je me suis retrouvée dans un IUT. Super intéressant. Sur l'aspect, vas-y Véronique, t'es mutée. Ouais. J'ai une question basique. Ça veut dire qu'au départ, en tant qu'étudiante, vous étiez hyper informée. Ça veut dire que vous étiez bien informée sur les formations au début ou... Pas non plus hyper informée parce que, pour l'exemple, j'ai eu mon bac à Niort. L'IUT se trouvait à Niort. Il était juste à côté de mon lycée et j'avais aucune connaissance de cet IUT-là avant que quelqu'un vienne vers moi et me le présente. Et en fait, c'est quand j'ai compris qu'il y avait des profs c'est par des connaissances de base, c'est des profs de l'IUT qui se sont déplacés dans mon établissement au lycée, qui ont présenté. Je me suis dit, ah, ça existe. Et du coup, je me suis renseignée et j'ai fait quelques forums et salons. Et c'est là où j'ai découvert déjà que j'ai pu plus approfondir et que j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres choses. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas forcément découvert toute seule. Il faut aller le chercher quand même. Donc, ça veut bien dire qu'il faut s'informer de toute façon et que les Oui. forums, les rencontres, les conférences de ce type sont importantes. Ouais. Ok, merci. Alors, je reprends juste la main là-dessus. Donc, deux choses, je pense, qui sont vraiment insistées. La première, c'est que dès lors que tu rentres, même quand tu rentres déjà en DUT, tu as un objectif qui est d'intégrer l'école d'ingénieur. Et c'est une chose sur laquelle je vais insister tout le long de la conversation, c'est que tu navigues pas à vue. C'est extrêmement important. Et qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au même objectif. Là, tu as pris un chemin qui était celui du DUT, tu aurais pu faire une prépa, il y avait d'autres possibilités, mais c'est très important d'avoir un premier objectif qui peut changer par la suite, qui peut évoluer, mais tu avais déjà cet objectif d'intégrer cette école d'ingénieur. Donc, tu fais ton DUT, tu es refusé de l'école d'ingénieur. Comment t'encaisses cet échec? Parce que ça fait partie aussi de la vie, mais tu aurais pu te décourager, tu aurais pu abandonner, tu rebondis. Comment tu gères cet échec? Je le gère. Je suis déçue forcément de base parce que j'ai ma dernière année, c'est 2 ans d'IUT, ma deuxième année, c'est focus sur ça, quoi. Je veux l'avoir à tout prix, je ne l'ai pas. Ce qui me permet de rebondir déjà, c'est le stage de fin d'études de DUT qui en fait me reconfirme, alors que je ne pensais pas, mais que les stats et la découverte de la data, parce qu'on n'est encore qu'à la découverte, en fait me plaît, ça me stimule, j'aime ce secteur-là. Et du coup, je cherche un moyen de rejoindre ça. Donc en fait, ma possibilité qui s'offre à moi à ce moment-là, c'est une licence en maths info pour avoir toujours le bagage et pouvoir potentiellement soit repostuler à cette même école d'ingénieur, puisqu'on peut postuler après un DUT à l'époque, c'était ça, ou après une licence, donc Bac+2 ou Bac+3, ou alors aller dans une autre école d'ingé si je découvre autre chose qui me plaît. Et en fait, comme je sais que c'est mine de rien la data qui me plaît, je sais qu'il y a l'école l'ENSAI à Rennes,
qui est connu pour ça, pour former des ingénieurs en data. Et du coup, je me focus là-dessus, en fait. Et mon année de licence, qui est quand même compliquée parce que je passe d'un environnement DUT très appliqué, où il y a il y a de la théorie, etc. Mais j'arrive en maths, en licence de maths, quoi. Donc, le rattrapage est compliqué, mais je m'accroche et je me raccroche et je persévère surtout le côté que je sais faire tout ce qui est stats, tout ce qui est algo qui m'intéresse, ça, je le bosse, on va dire, quand même à fond pour pouvoir être au maximum dessus et minimiser les dégâts sur le reste, on va dire, pour pouvoir être admis sur dossier. Donc, c'est vraiment sur les notes, mais je ne suis pas quelqu'un qui a été excellente en licence, loin de là. J'ai eu des moyennes, par exemple, en algèbre ou quoi, j'avais 5 ou 6 en licence. Donc, ce n'était pas fou, mais je savais que du moment que mon dossier allait passer à l'école en entrée, après, il y a des entretiens, etc., que ça allait être ma motivation qui comptait, et là, je devais tout prouver, quoi. Merci. Veuillez bien rester muté Véronique, tu peux regarder en tout cas les gens qui sont pas mutés pour bien les muter pour que on puisse entendre Laura. Donc, hyper intéressant. Un autre élément sur lequel tu es passé brièvement, j'aimerais revenir, qui est l'aspect stage. Parce qu'effectivement, encore une fois, tu navigues pas à vue. Il y a différentes possibilités d'accès à cette école d'ingénieur. Tu vas vers le DUT, il y a cet échec-là. Mais quelle est l'importance du stage dans ton cheminement, ton premier stage à l'issue de ton DUT? À quel point il est décisif pour la suite de ton parcours? En fait, ça me confirme que je me suis trompée sur le secteur n'est pas fait pour moi. Vraiment, je sors de l'IUT, en fait, comme on doit faire des admissions pour la suite, moi, je savais que je voulais continuer après le DUT. Donc, il y avait des admissions à faire pour la suite qui se passent avant le premier jour de stage, heureusement, parce que sinon, ça arriverait trop vite. Et en fait, au bout de quelques semaines en stage, je me dis, mince, j'ai peut-être fait une erreur, en fait, de complètement écarter toutes les pistes qui continuent, en fait, dans la data. C'est vraiment le stage appliqué parce que ça sortait du champ d'application que j'avais en DUT. En DUT, on avait beaucoup de participants, mais qui venaient du domaine banque et assurance. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait, en fait, au fur et à mesure. C'est pas ce qui, moi, m'intéressait le plus. Mais en stage, j'ai découvert un autre secteur. J'ai travaillé sur des problématiques de comprendre les notes des étudiants en médecine, donc rien à voir avec la banque. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, on peut utiliser les outils que j'ai appris, mais sur un autre secteur. Donc, c'est ça qui m'a ramené vers la data. Alors, comme tu l'as évoqué, en fait, le stage, ça permet de confirmer ou d'infirmer. Et c'est un élément pour moi qui est extrêmement essentiel, c'est que ces métiers-là, vous ne les connaissez pas. Et c'est lors de vos stages, en fait, que vous allez découvrir la réalité de ces métiers-là et l'importance des bases théoriques acquises ou non pendant la formation. Donc, rechercher ces stages, être très proactif, c'est extrêmement important pour pouvoir ensuite s'orienter vers le bon cursus. Donc, tu arrives en licence, tu as cet échec-là, tu continues et tu dis, voilà, il y avait des matières où tu étais plus ou moins bonne, mais je pense que pour ensuite rentrer derrière en école d'ingénieur, tu avais quand même, de manière générale, des résultats corrects. C'était quoi un peu tes moyennes générales? Ou c'était quoi tes points forts, tes points faibles, par rapport à ton objectif qui était de rentrer dans cette école d'ingénieur? Ouais, complètement. En gros, pour entrer dans l'école d'ingénieur, on regardait mon DUT et ma licence. Mon DUT, j'ai quand même très bien réussi. J'étais dans les 5 premières, on va dire. Donc, sur ça, et j'aimais toutes les matières. Il n'y a pas quelque chose qui... J'ai vraiment adoré ma formation en tant que telle. Et j'ai essayé de valoriser les projets que j'avais pu faire en IUT pour retranscrire ça en licence. En licence, c'est quand même très théorique et à la fin, il y avait un projet qui regroupait un peu tout ce que j'aimais. Donc sur ça, j'ai beaucoup valorisé dessus. Après, en licence, en fait, c'était vraiment, dans un premier temps, c'était très théorique le premier semestre, donc plus compliqué. Là, moi, je savais que j'allais avoir un peu de mal. Et après, le second semestre, c'était appliqué. Il y avait des stats, proba. Donc sur ça, en fait, c'était un peu ce que j'avais vu à l'UT. Donc là, en licence, j'avais 17-18, je savais qu'il fallait que je mette le paquet dessus. Par contre, à l'inverse, je sais plus ce que j'avais de l'optimisation, de la modélisation et tout. J'avais 10-11. Et après, une admission en école d'ingé, il y a aussi la lettre de motivation. J'ai essayé de tout donner dedans. Et en prouvant, en fait, en montrant aussi mes stages appliqués que j'avais eus, donc j'en avais 2 en IT et en licence, et les projets qui avaient il ne faut pas forcément une suite logique, mais qu'il y avait un fil conducteur un peu qui montrait pourquoi je voulais aller vers cette école-là. Exactement. Alors ça, c'est un point aussi qu'il faut insister, c'est que lorsque vous allez candidater à ces écoles-là par la suite, on va regarder la cohérence globale de votre parcours.
Et donc, effectivement, même si vous pouvez vous retourner ou changer de direction, il faut avoir fait l'effort de regarder quelle est la formation proposée par cette école-là, à quel point elle est en adéquation avec la formation antérieure qui est la vôtre, à quel point elle est en adéquation avec les stages qui ont été les vôtres. Donc, il y a tout un parcours de formation à construire sur lequel vous devez être proactif. Et ça, c'est personne qui l'a fait à la place de Laura, c'est elle-même qui a construit ce parcours-là et qui a justifié de la cohérence de ce parcours. Donc, c'est un élément qui est important. L'autre élément pour moi de bascule, en tout cas qui est hyper intéressant, c'est le passage de l'université à l'école d'ingénieur, qui peut être un moment extrêmement intimidant. On entend tout un tas de choses sur les écoles d'ingénieurs, sur ces étudiants qui ont ces parcours intégrés, donc école, comment dire, classe préparatoire plus école d'ingénieur. Est-ce que toi, une fois que tu es admise, tu appréhendes comment cette transition s'effectue, tu arrives dans cette école d'ingénieur, comment ça se passe en fait? Excusez-moi, en plus, je précise, c'est une fille. Une Oui, femme. en plus dans un Ouais. milieu Oui, d'hommes. faut pas oublier ça. C'est aussi dans ce milieu-là, tout d'un coup, une jolie femme qui arrive, ça devait pas être facile. Après, alors moi, l'école d'ingé, il y a quand même 30% de filles, donc ce qui est beaucoup. Parce que ça vient dans cette école-là, on vient de tout secteur, mine de rien. Il y a les prépas maths, MP, physique et tout, mais il y a aussi des prépas BL, donc beaucoup plus littéraires, éco. Donc il y a franchement des profils divers et variés. Je pense par contre, je suis la seule à avoir fait un DUT et une licence qui vient ensuite derrière. Souvent, il n'y a que licence ou que DUT, donc on ne comprend pas forcément. C'est dur de me mettre dans une case, typiquement. Et du coup, il y a un peu des cours de rattrapage au début et tout. Moi, j'étais pas très conquise par ça, mais c'était un passage obligatoire, donc je le fais. Après, moi, en fait, je me suis juste rappelé qu'un an avant, on me refusait dans une école et que là, j'étais dans une école d'ingénieur et que finalement, j'avais réussi mon objectif. Donc, en fait, j'étais super contente d'être où je suis. Il y a forcément des côtés. Enfin, moi, en tout cas, l'ambiance, l'intégration et tout ça, c'est très bien déroulé. Après, forcément, il y a des choses qui nous plaisent moins. Moi, j'étais dans une école où, en gros, c'est assez simple. C'était un tiers de statistiques, proba, un tiers d'informatique, un tiers d'économie, économétrie. Ça, c'était le côté que j'aimais pas. Moi, j'avais pas une appétence pour ça. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Par contre, informatique, stats, c'était là, ça m'a reconfirmé une nouvelle fois. C'était mon truc. La première année, toujours plus théorique, ça ressemblait un peu à la licence, donc je pouvais me rattacher à ça, mais c'était pas non plus incroyable en termes d'application. Il y a beaucoup, par contre, les personnes de prépa, ils étaient hyper forts dessus, et c'est là où on peut un peu se trouver aussi un peu moins. Enfin, c'est moins équitable, c'est un peu moins fort, on est un peu en dessous par rapport aux autres, aux notes, hein, forcément, on se compare un petit peu. Puis après vient la deuxième et troisième année où il y a plus de personnes, de professionnels qui interviennent, il y a des projets, il y a des stages, ça peut être des mini-projets de 2-3 semaines comme sur 3 mois en fait. Et c'est là où un peu, pour moi personnellement, mes stages, le DUT, la licence, ça m'a permis d'amener en fait le côté très appliqué, de comprendre pourquoi on fait ça en fait. Et pas juste de rester sur l'aspect on nous apprend des outils mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, l'école d'ingé, ça a remixé tout ce que je recherchais avant, tout ce que j'avais essayé de mettre dans mon parcours. Donc la finalité, c'est que pour moi, j'avais atteint ce que je voulais et j'avais un peu la reconnaissance en fait ouais, ça te convient et ça te confirme que c'est dans le bon secteur que tu es, quoi. Donc, la transition n'est pas si difficile, encore une fois, parce que tu sais où tu vas en venir. Tu as tes points forts, tu identifies tes faiblesses, tu essaies un peu Ouais. de les combler, mais tu as toujours cette direction-là. Et les stages, tu as encore pas mal de stages pendant ton cursus ingénieur. Parle-moi un peu de ces stages-là. Comment tu les choisis? Est-ce qu'ils sont toujours dans la data? Comment tu trouves un peu ces stages? Alors, en école d'ingé, il y a 3 stages. Il y a un stage normalement de découverte, donc ça peut être franchement tout et n'importe quoi. Moi, j'avais déjà fait 2 stages, donc je savais ce que c'était un stage. J'ai voulu le faire dans la data, mais c'était à l'étranger, donc c'était vraiment une expérience un peu atypique. Après, il y a eu moi, mon objectif, c'était de savoir un peu dans quel secteur je voulais travailler. Je savais que je voulais de la data, mais dans quoi? En fait, la data, on peut la retrouver partout, dans la santé, la banque, marketing, enfin franchement partout, partout, partout. Et moi, j'avais des a priori peut-être, mais j'étais moins attirée par la banque, ce que j'avais dit au début à l'IUT, etc. Sauf que c'est un secteur où il faut savoir, il y a quand même énormément de postes. Donc, je me suis dit, je vais me servir de mon stage pour tester, au lieu d'avoir des a priori, tester, voir en vrai, est-ce que ça me confirme que non, je ne veux pas aller là-dedans ou pas. J'ai fait mon stage de 2 mois en tant que data scientist dans une grosse banque à La Défense. C'était intéressant, mais c'était pas là où c'était pas ce qui me, comment dire,
c'est pas ça qui me faisait le plus rêver. C'était aussi une grosse entreprise. C'était la première fois que je découvrais l'ambiance aussi, être avec des collègues dans une équipe d'une grosse boîte, et le secteur. Voilà, j'ai pu utiliser ce que j'avais appris, mais ça me stimulait pas à 1000%, et moi, c'est ce que j'avais envie. Donc, ça m'a permis de découvrir, de voir et de me confirmer que derrière ça, je pense pas au premier abord que je postulerai plus tard pour des postes en banque. Et juste un point très important, ce premier stage-là, est-ce que tu le trouves via ton école? Donc, c'est une offre qui est disponible sur une banque de stage de l'école, ou toi, tu vas le chercher à l'extérieur? Comment tu l'obtiens? Alors là, c'est franchement, à chaque fois, mes stages, ça a été beaucoup au début juste une petite connaissance, et après, c'est de prendre l'opportunité et d'en faire une réalité, quoi. Et par exemple, typiquement ça, c'est grâce à un projet qui a été fait dans mon école. L'intervenante venait de cette banque-là, et, moi, je trouvais pas forcément de stage qui me plaisait, d'intitulé, etc. Et en fait, elle est venue vers moi en me disant, voilà, je sais qu'il y a une équipe aux 4 étages en dessous qui cherche un stage en data, peut-être que tu peux les intéresser. Et après, j'ai été mise en contact et j'ai passé des entretiens, etc. Mais ça s'est fait via ça. Après, l'école aussi propose, surtout en 3e année, il faut le dire, en école d'ingé, surtout, celle-là, en tout cas, c'était connu pour ça. Et je le savais, on vient vous chercher en 3e année pour le stage de fin d'études et potentiellement un poste derrière. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises par rapport au nombre d'étudiants qui viennent, quoi. Alors, on va s'arrêter là-dessus rapidement. Dès le départ, tu savais que c'était un secteur où il y avait énormément de débouchés. Est-ce que c'était une considération qui était importante pour toi, au-delà de l'intérêt pour la discipline? Est-ce que tu t'étais renseigné? Est-ce que tu avais regardé un petit peu ce que faisaient les anciens de cette école-là? Est-ce que tu as regardé tout ça ou pas? Alors, ça démarre un peu avec l'IUT, je dirais, parce que c'est le début où j'entends parler de big data, etc. Et je comprends qu'il va y avoir de la demande. Ça reste encore assez flou, mais je comprends qu'il y a de la demande. Je compare ça directement parce que moi, comme je me suis beaucoup remise en question au début, typiquement, je voulais aller en architecture, et là, je savais que c'était complètement bouché, quoi. Et quand je comparais les deux, je disais, il n'y a pas photo. Donc, en fait, je comprends ça, et c'est en école d'ingénieur où je vois en fait le nombre de projets qui arrivent via vraiment des entreprises, parce qu'à chaque fois, c'est des entreprises, hein. Je me dis, ouais, il y a quelque chose. Chaque année, en fait, on voit, il y a aussi tout ce qui est alumni, donc c'est des anciens étudiants qui viennent parler de leur expérience, même si c'est sur un stage ou leur première année dans une entreprise, et on comprend en fait qu'il y a du choix et que tous arrivent à trouver quelque chose qui leur plaît, c'est pas quelque chose par défaut, quoi. Donc c'est là où je comprends en école, ouais, qu'il y a beaucoup de demandes, et puis on le voit en fait au fur et à mesure, on commence à regarder un peu les premiers postes pour voir dans un an qu'est-ce que je fais, quoi. Et on voit la démesure aussi presque, hein, du nombre de postes proposés. Alors, c'est un élément extrêmement important de penser aussi à l'emploi que vous allez occuper à l'issue de vos formations. C'est extrêmement important de regarder les débouchés à la fois de vos masters, à la fois si vous, comme Laura, vous allez rejoindre une école d'ingénieur, de regarder ce que font les anciens. On va ensuite derrière arriver là pour le coup, donc on arrive à la fin de ton cursus ingénieur, tu as fait tous ces stages-là, et donc le gros saut dans le grand saut dans le marché de l'emploi. Premier emploi, il y a une considération qui est extrêmement importante, qui est la question du salaire. Donc est-ce que toi, au sein de ton école d'ingénieur, tu penses déjà à ça? Tu as une idée de ce que c'est de combien gagne un data scientist, que tu as des attentes salariales, comment tu navigues tout ça? Ouais, ça dans l'école, c'est chaque année en fait, il y a un questionnaire qui est envoyé aux anciens étudiants qui sont en poste. On leur demande où est-ce qu'ils travaillent, etc., dont le salaire. Donc en fait, il y a une espèce de moyenne qui est communiquée, qui est un peu différente entre souvent le secteur forcément de banque et assurance est plus élevé, par exemple, que le secteur de la santé. Mais voilà, j'ai une moyenne en tête. Moi, je crois qu'en 2018, c'est autour de... Pareil, c'est différent si c'est à Paris ou ailleurs, mais ça va être entre 38 cas de brut en moyenne à la sortie de l'école. Ça, je l'ai en tête, moi, avant de rentrer à l'école. Par contre, je ne sais pas forcément combien ça représente, parce que je ne suis pas du tout dans l'optique encore de je travaille, mais je sais ça. Et comment tu obtiens cette info avant même de rentrer dans l'école? Ça, c'est communiqué parce que moi, je regardais le Facebook de l'école, je regardais, il y a le BDE via l'école qui communique, qui fait des livrets, etc. Enfin, moi, ça, par contre, je suis allée beaucoup chercher par moi-même, juste sur les réseaux de l'école. Alors, on va s'arrêter là-dessus, c'est un point extrêmement important. C'est vraiment le mot-clé du parcours de Laura, elle est ultra proactive. C'est-à-dire que derrière, effectivement, il y a des opportunités que vous allez avoir au sein de vos établissements, dans un secteur d'activité qui est extrêmement porteur,
mais il y a toute la démarche d'aller voir ce que font les anciens, ce que propose l'école, c'est quoi les salaires à la sortie, tout ça, c'est à vous de le faire. Personne ne va le faire à votre place. Et cette information-là, elle est facilement disponible pourvu qu'on fasse l'effort d'aller la chercher. Et je m'adresse aux étudiants de Sorbonne Paris Nord. J'étais à votre place à une époque. Je ne pense pas que vous veniez nécessairement d'environnements ultra privilégiés. C'est une question qui est extrêmement importante, la question du salaire. D'être dans un secteur d'activité qui est à la fois porteur, on sait qu'on ne sera pas au chômage, et derrière, combien gagnent les personnes au poste, vous devez vous poser ces questions, vous devez aller chercher les réponses à ces questions-là. Personne ne le fera à votre place. Donc, en sortie d'école, tu as ce premier emploi. Quelle est l'offre que tu obtiens? Combien on te propose à la sortie de ton école pour ton On premier me poste? propose un peu plus de 40 K sans trop négocier. Ce qui est un très beau salaire en sortie d'école. Vous vous en rendez Ouais, pas compte nécessairement. On va parler peut-être un peu en net parce que je pense que beaucoup n'ont jamais ouais, travaillé. Donc, ça prend ouais. de quoi en net en sortie d'école, ça, à l'époque? En net, je sais pas, je pense que c'est 2200, 2500 euros. Ok, 2200, 2200. d'accord. Et tu as quel âge à l'époque, du coup? J'ai 23 ans. 23 ans. Bon, donc ça augure de belles choses. Parle-moi de ce premier poste-là. Comment se passe la prise de fonction? Déjà, c'est à la suite de mon stage de fin d'études, donc la transition est quand même assez simple, fluide, parce que ça fait déjà 6 mois que je suis là. J'étais en stage vraiment en interne c'est une petite boîte, un stage plus orienté R&D, donc ce qui pourrait ressembler un peu à des modèles type ChatGPT aujourd'hui, mais voilà. C'était très stimulant, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et en fait, ensuite, quand j'ai pris mon poste en CDI, je suis envoyée chez des clients pour répondre à différentes problématiques. Moi, c'était en télécom chez Bouygues, hein, voilà. Mais là, en fait, c'est pas forcément ce que j'attendais. Ça ne correspond pas à mes attentes complètement et je suis pas stimulée. J'ai plus ce truc-là d'en apprendre tous les jours et tout, et moi, ça me convient pas. Et du coup, je fais part de ça aux supérieurs dans ma boîte, les commerciaux, etc., même à Bouygues de leur côté, pour leur dire que moi, ça ne me va pas, c'est pas ce que je recherche. Et que bah, du coup, j'ai envie de partir et de chercher autre chose. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu leur dis je vais partir? Bah, on discute beaucoup et ils me proposent plus de me payer beaucoup, de me payer plus de 20%, je dirais, en plus. Donc D'accord, donc on va s'arrêter d'avoir, là-dessus. ouais, C'est un point important, on va s'arrêter là-dessus. Donc, tu es en poste, data scientist, premier poste. Le fil conducteur pour toi, c'est vraiment l'aspect apprentissage découverte. Tu es très curieuse, tu t'ennuies un peu, voilà, c'est plus que tu t'y retrouves plus en fait. Tu veux ouais, partir et on te fait une nouvelle offre, je crois moins d'un an, un an ou 2 ans, je pense que tu es en poste depuis combien 3 de temps? mois, 3 mois après, 3 mois après, à mon premier 20% en CDI. plus. Ouais. Et je vais insister sur ce point-là. La raison pour laquelle ils font cette offre à 20% en plus, c'est pas seulement parce que Laura elle est sympa, c'est parce qu'elle est dans un secteur d'activité où, en fait, il y a beaucoup plus, en réalité, d'offres que de personnes compétentes sur le marché. Et donc, en fait, retenir son data scientist, c'est un enjeu extrêmement important. Donc là, au bout de 3 mois de poste, on fait une contre-proposition à 20% pour maintenir Laura en poste. Tu acceptes ou tu refuses? 20% en plus, c'est conséquent quand même. Je refuse. OK. Pourquoi tu refuses 20% en plus? Je refuse parce que, en fait, pour moi, il y a entre guillemets plus rien qui allait sauf le salaire. Et donc la seule chose où ils ont une potentielle évolution, c'est le salaire. Ben, moi, c'est à l'inverse de ce que je recherchais. Donc en fait, moi, ça va pas avec la démarche que j'ai. Le salaire, oui, je sais que c'est important, mais je me dis, ok, si j'ai trouvé ça, si on m'a proposé ça, c'est que je les vaux aussi. Je veux, alors à un peu plus de 40 K au début, je vais pouvoir trouver ailleurs, je vais apprendre, je vais re-être stimulée et j'aurai l'équivalent, on va dire. Donc, je suis partie. Donc toi aussi, ça te rend aussi confiant parce que tu dis, voilà, on propose ce salaire à plus de 20%. C'est aussi un signal sur le marché qu'en fait, tu vaux en fait en réalité ce salaire-là. Et tu pars pour une entreprise et tu pars quoi? Ouais, En fait, pour apprendre, pour continuer à apprendre en réalité. ouais, complètement. Ouais, en fait, pour chercher ce que je voulais de base, quoi. Parce que là, vraiment, dans la mission que j'avais, je faisais pas grand-chose. Moi, j'avais envie de coder parce que le métier de data scientist, c'est aussi beaucoup une partie de programmation de code et j'avais pas ça. Donc, moi, j'avais l'impression de rétrograder, c'était pas mon but. Et je sais qu'aussi, le monde de la data va très vite. 3 mois, ça paraît peut-être rien, mais si je commence à faire 3 mois, entre guillemets, sans rien faire dans ce que j'appelle le métier de data scientist, je peux prendre du retard ensuite. Et par contre, là, sur le marché, j'avais conscience que si les autres, ils évoluent 1, 2 ans et que moi, je stagne comme ça, bah, je ne vaudrais plus rien à côté d'eux, quoi. Donc il y Très beau a point. Ouais. ce côté-là d'enrichissement et c'est pour ça que je me suis tournée ensuite vers un autre poste, alors Alors, qui est le même.
On va basculer maintenant, donc on a couvert ton parcours. Et ce que j'aimerais en fait, la chose sur laquelle j'insiste maintenant, c'est vraiment l'aspect concret de ton travail. Donc c'est quoi un peu ta journée type? Parce que là, on arrive à avoir les premières questions. Data Ouais, scientist, c'est un mot un peu ronflant. ouais. Concrètement, toi-même, on sait qu'il y a beaucoup de, comment dire, ça reflète des réalités très diverses. C'est quoi ta journée type dans ton premier emploi en tant que data scientist? Ça ressemble à quoi? Alors actuellement, je suis chez Cybelle Angel, qui est une petite boîte où on est une équipe de 4, enfin en gros vraiment 3 en data, on va dire, data scientist. Ma journée type, c'est on fait un petit point le matin pour savoir où on en est en fonction des sujets. Et je passe pratiquement toute ma journée à coder, sauf si j'ai des réunions. Après, c'est un contexte un peu particulier. Moi, je suis en full télétravail, mais je suis quand même en constante communication avec mes collègues directs. Je suis pas du tout seule. On travaille ensemble sur des projets. Ça, pour moi, c'était hyper important. Alors après, ça dépend des entreprises et des postes de data scientist, hein. Mais voilà. Mais il faut savoir que après, c'est pareil. Par exemple, là, actuellement, moi, je dis que on va dire que je suis à 80% de programmation par jour. Mais j'ai déjà fait d'autres postes où il y avait 40%, quoi. Du coup, le mot data scientist, il faut aussi faire attention. Enfin, il veut un peu, entre guillemets, pas tout et rien dire, mais il peut y avoir plein de types de postes derrière ça, en fonction du secteur et de l'entreprise, surtout. C'est ça que j'ai remarqué. Moi, dans mon parcours, j'ai pu tester différents secteurs et du coup, différents types d'entreprises. Et il y a des côtés où un data scientist va avoir plus l'aspect métier, business, marketing qui va ressortir. On va beaucoup plus le solliciter dans proposer beaucoup d'idées, etc. Et peut-être moins dans la mise en place réelle d'un modèle qui va permettre de prédire ou de classifier quelque chose. À l'inverse, il y a d'autres postes qui vont être beaucoup plus côté informatique, on va dire, où on va le solliciter pour, alors forcément avoir les idées, hein, ça c'est le but, de résoudre ça, mais aussi de le mettre en place et de le maintenir tout au long du cycle du projet, quoi. Donc en fait, ce qui est bien et ce que je trouve intéressant, c'est que par un même intitulé et par une même formation, on peut quand même toucher à plein de choses. On peut aussi du coup varier selon ce qu'on a envie ou non. Moi, par exemple, j'ai quitté ma boîte assez vite, la première boîte, parce que je savais que j'allais trouver quelque chose équivalent ou non, en fait, que je pouvais retrouver exactement la même chose, mais aussi que si j'avais envie d'ajouter plus de programmation, je pouvais le trouver. Alors, restons dans le concret. Quel type de modèle tu bâtis? Je vois des questions ici. Quel langage de programmation tu utilises? On rentre un peu dans l'aspect plus technique, en fait. Ouais, pareil, là, ça va dépendre des types de postes. Là, actuellement, je suis en 100% Python. Après, ça va être des environnements cloud. Donc, ce qu'on croise le plus, là, par exemple, c'est Google, mais moi, j'ai déjà eu sous AWS, donc Amazon, il y a Azure, etc. Maintenant, c'est quand même beaucoup du contexte cloud, plus un langage de programmation qui est Python. Par contre, précédemment, j'ai déjà fait un peu de R, mine de rien, il y en a encore. Et après, il y a aussi tout ce qui est un peu plateforme, on va appeler ça. Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais il y a différentes plateformes qui existent. C'est plus des visuels où on va manipuler des outils qui vont, comment dire, minimiser le code, ce qui peut être aussi très pratique. C'est très bien pour de la mise en production aussi. Donc voilà, là, je dirais quand même du Python maintenant, hein, c'est nécessairement du Python, mais il n'y a pas que ça, quoi. Très bien, très bien. Vraiment, de très bonnes questions. Continue à poser des questions. Je suis un fil conducteur, mais c'est des très bonnes questions. Donc, quelle est ton interaction avec les autres équipes Ouais. de ta boîte? Parce que là, c'est une question qui est posée aussi par rapport par rapport à ça, et je pense que c'est un point très important. Ouais, pour moi, c'est super important. C'est ce que j'ai toujours recherché dans mes postes. Et pareil, là, ça peut être varié. Donc, moi, c'est mon choix personnel aussi. Pour moi, c'est super important le lien entre quelqu'un de très IT, hein, donc métier de data scientist, et de pouvoir discuter avec les autres équipes qui peuvent être de n'importe quel métier, hein. Ça peut être, moi, j'ai déjà travaillé par exemple avec des personnes du marketing, mais aussi de la finance. Enfin voilà, ça peut être de tout horizon. Et en fait, ce qui est hyper important pour un data scientist, c'est de pouvoir retranscrire ce qu'il fait de façon très simple, de vulgariser, d'expliquer, parce que c'est très mathématique et informatique, mine de rien, donc il faut pouvoir l'expliquer. Et il faut aussi pouvoir comprendre le besoin initial des différents métiers de l'entreprise. Et de pouvoir le retranscrire derrière en un problème mathématique et de notre côté, pouvoir le résoudre pour ensuite pouvoir leur expliquer. Pouvoir expliquer les différents problèmes qu'on a rencontrés, pourquoi. Alors, c'est pas forcément pas qu'ils connaissent tout de A à Z, c'est impossible, mais d'expliquer les grandes lignes, les problèmes, les solutions, et ça de façon très, très simple. Moi, je dis toujours qu'il faut pouvoir expliquer à un enfant de 5 ans ce qu'on est en train de faire.
Alors, c'est un point extrêmement important. On va arriver sur les compétences clés, mais une des compétences clés pour un bon data scientist, c'est la capacité à communiquer et à finalement simplifier, ou en tout cas expliquer à des personnes qui ne sont pas experts du sujet ce qu'elle essaye de faire. Donc, il y a un travail de retranscription. Et donc, tu as évoqué aussi deux mots pour moi qui sont importants. On dit souvent dans data science, c'est un peu la base, c'est des maths et de l'anglais. Quel est le pourcentage d'anglais dans ta journée? À quel point l'anglais est important pour un data scientist? À l'écrit, clairement, lecture, écriture, en gros, ça va être du full anglais. Parce que déjà, alors que ce soit programmation, en fait, tous les problèmes qu'on aura avec du code, quand on va chercher la solution, alors on cherche beaucoup sur Google, sur Internet, tout sera en anglais, sur des forums. Les papiers de recherche, c'est en anglais. Les outils, les évolutions, c'est en anglais. Donc, tout sera en anglais. Ça c'est sûr et certain. Après, on trouve des choses en français, hein, forcément, mais la plupart, c'est en anglais. Après, la communication, ça dépend de la boîte. Là, actuellement, chez Sibel Angel, toute la communication avec l'ensemble de la boîte se fait en anglais. Donc, beaucoup de réunions en anglais. Donc, moi, je dirais dans mon quotidien, c'est 70%, 80%. Après, avec mes collègues directs, c'est en français, mais ça pourrait très bien basculer en anglais. Donc, tu es Ça bilingue, en dépend fait. Alors, moi, l'anglais, c'est pas du tout mon fort de base. Ça a été un gros problème tout le long de mon parcours étudiant. Franchement, je me suis aussi créé moi-même des blocages, hein, honnêtement. Et je me suis dit, je pourrais jamais être à la hauteur des autres sur ça. Vraiment, ça a été un complexe pendant très longtemps. Même au début, hein, mes premiers postes, il n'y avait pas. L'anglais pour le lire, écrire, voilà, j'arrivais. Ça, au fur et à mesure, mine de rien, c'est quand même tout le temps le même vocabulaire. On devient spécialiste d'un domaine, donc c'est beaucoup le même vocabulaire qui ressort. C'est des mots qui sont maintenant tout le temps utilisés, etc. Donc à l'écrit, ça allait, mais j'ai fait un énorme complexe dessus à l'oral. Je pensais que je pourrais jamais communiquer en anglais, etc. Et actuellement, en fait, je suis dans une boîte où c'est le cas. Et après, c'est se sentir un peu plus. Au fur et à mesure, en fait, c'est revenu, la confiance, etc. Puis en fait, ça se fait tout seul, quoi. Donc, Ouais, c'est un point important. J'insiste sur l'anglais. Moi, je travaille aussi pour une startup dans l'IA. Je suis basé à Genève, qui est une ville francophone en Suisse. Je travaille 100% en anglais. Juste pour être totalement transparent, vous voulez être dans ce secteur-là, vous devez être complètement bilingue, écrit et oral. C'est impératif. C'était déjà le cas quand je travaillais avant dans une organisation internationale, toujours basé à Genève. Je travaillais 100% en anglais, y compris avec des francophones. Ça veut dire qu'on parle en français à la cafette. Mais quand je travaillais, j'étais toujours en anglais. Et quand je prenais mes cours évidemment de programmation, c'était en anglais. Quand on programme, c'est en anglais. Donc c'est vraiment un élément sur lequel je voudrais insister. On arrive sur la troisième partie de l'échange. Après, on va. Vas-y, Véronique. Après, on va passer aux questions. Oui, Vas-y. moi j'ai juste une question. Du coup, vous parlez de l'anglais. Comment vous avez fait, vous? Quelle formation vous avez fait? Est-ce que ce sont juste les cours à l'université ou est-ce que vous avez fait Non. plus? Je sais que Fred, il a voyagé. Donc, je sais que Ouais. évidemment, c'est une question en connaissant la réponse, mais je voudrais que les étudiants l'entendent Bien Ouais, sûr. d'une ouais. autre personne que moi. Bien Non, sûr. moi, ça a été vraiment ma bête noire et je m'en suis. Enfin, au final, pour pas grand-chose derrière. Donc, je trouve que c'est. Comment dire? C'est pas les formations. Malheureusement, c'est pas les formations à l'université, en école, etc. Ça m'a plus fait même un blocage. Je trouvais pas. Honnêtement, je trouvais pas ça pareil appliqué au final. C'était un peu apprendre entre guillemets des trucs par cœur. Sauf que moi, j'étais pas capable, honnêtement, d'avoir une discussion en anglais en sortant de l'école. Moi, honnêtement, après, ça a été des séries. J'ai des amis et tout qui m'ont beaucoup conseillé des séries. Donc, au début, c'était beaucoup sous-titré français. Puis après, ça a été sous-titré anglais. Donc voilà, pour m'habituer à le lire et l'entendre. Après, actuellement, moi, je suis toujours des formations grâce à mes différentes entreprises. On a aussi des formations on est obligé, c'est obligatoire maintenant. Il y a des formations qui sont données chaque année. Et donc, ça fait 2 boîtes là que j'ai choisi d'avoir des formations en anglais. Je trouve ça important parce que moi, je ne dirais pas que je suis full bilingue. Voilà, mais ça se travaille. Après, ça se travaille tout le temps, Ok. constamment. Alors, moi, de mon côté, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange universitaire d'abord à Montréal, donc qui est francophone, mais ensuite j'ai travaillé aussi à Toronto en anglais. Vous êtes encore étudiant, vous avez l'opportunité, la chance d'avoir accès à des partenariats avec d'autres universités à l'étranger et de faire des échanges. Saisissez ces opportunités. Il y a aussi des bourses derrière qui sont disponibles. Moi, j'ai bénéficié de ça à mon époque, excusez-moi, quand j'étais à l'université, à Vitaneuse, et ça a été extrêmement profitable parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. Tout comme Laura, j'ai fait un bac S, bref, je fais après sociologie politique, j'étais nul en anglais. Et j'ai vraiment appris lorsque j'étais en immersion. Donc,
le plus tôt, le mieux. Et comme vous êtes encore en études, bah, la meilleure façon, c'est quand même de bénéficier de ces échanges-là et d'aller apprendre sur place, quoi. Parce qu'une fois qu'on est en France avec des francophones et qu'on apprend comme Laura le fait à côté, c'est quand même plus compliqué. On va progresser, mais c'est pas la même chose que d'être en immersion. Alors, j'arrive sur la dernière partie, j'ai encore deux petites questions à Il prendre. y a Ouais. juste il y a une étudiante qui a posé une question Open Classroom. Est-ce que vous connaissez? On va arriver sur les outils. Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Oui, D'accord. je l'ai vu, ouais. On va arriver sur les outils très rapidement. Après, on va ouvrir. Mais moi, j'ai deux questions encore avant qu'on ouvre vraiment le Q&A. La première, c'est voilà, quelles sont un peu pour toi les trois qualités les plus importantes pour être un bon data scientist? Ouais. Alors pour moi, il y a la curiosité, c'est le premier. Que ça soit dans mon parcours pro et étudiant, j'ai toujours retrouvé ça. C'est s'intéresser. Tout à l'heure, on parlait par exemple de s'intéresser comment je connaissais le salaire moyen de l'école, etc. C'est aller chercher ces informations-là. Après, vraiment appliquer au métier de data scientist, c'est pour s'intéresser aux nouveaux sujets avec tout ce qu'il y a autour de l'IA actuellement, c'est nécessaire. C'est pouvoir échanger différentes expériences avec ses collègues parce qu'en fait, on apprend plein de choses. Pendant des stages, c'est discuter avec un peu tout le monde, les intervenants, se former et en fait, aller chercher par soi-même parce que ça sera super important après pour déjà développer son raisonnement logique. Mais aussi, c'est ça tout le but aussi du métier du data scientist, c'est beaucoup chercher dans les données, essayer de comprendre et du coup, c'est de la curiosité d'aller fouiller, quoi. Et donc, ouais, et ça Ok. s'alimente par un peu la soif d'apprendre aussi. Dernière question, après on va regarder toutes les questions dans le chat. Le métier de data scientist, effectivement, il y a différentes passerelles pour y parvenir. Et tu as un parcours un peu atypique, y compris le mien. J'ai commencé en sociologie politique, maintenant je suis directeur stratégie d'une boîte dans l'IA. Toi, aujourd'hui, si tu as des ressources à recommander à des étudiants qui ont voilà, une appétence pour la donnée, une appétence pour les sciences, mais qui n'ont pas nécessairement un parcours ingénieur ou classe préparatoire scientifique, quelles sont les ressources les plus simples auxquelles Ouais. ils peuvent accéder aujourd'hui pour commencer à se former? Alors, justement, il y avait la question là de Open Classroom. C'est plutôt, enfin, moi, j'utilise quotidiennement quand j'ai des petits soucis de bugs et tout, de code. Typiquement, je vais sur Open Classroom parce que c'est un super forum. Donc ça, pourquoi pas. Je sais qu'il y a des formations pas mal qui peuvent être gratuites ou payantes, donc à voir. Mais ouais, ça, c'est un super bon format. Qui ressemble un petit peu, c'est Coding Game, qui est une plateforme qui permet d'apprendre à coder via des résolutions de problèmes, jeux, énigmes. Donc ça peut être super sympa dans différents langages. Il y a du Python comme du Java, etc. Enfin, il y en a plein d'autres aussi, hein. Après, ça va être tout ce qui est podcast et YouTube. Moi, je les ai découverts au fur et à mesure, pas dans mon parcours étudiant, mais après, et je trouve ça super comme support. Il y a DataGen qui permet de... En fait, il y a tout un panel de sujets. Il y a tellement d'épisodes qu'il y a forcément quelque chose qui vous intéressera. Ça va du sujet super expert à débutant ou métier. Enfin, franchement, il y en a pour tout le monde. Tu peux taper le nom Et, dans le chat ouais, Ouais, super. il Merci. y a DataGen. Hop, et il y a un YouTuber qui a monté sa boîte là actuellement qui s'appelle Defend Intelligence. Et il fait des... Franchement, j'ai découvert ça il y a 4 ans. Il fait des super vidéos. Pareil, débutant, expert, là, peu importe. Il vulgarise beaucoup la data. Soit c'est autour des sujets. Typiquement, là, il a essayé de faire jouer ChatGPT contre des joueurs de poker. Voilà, c'est un sujet. Mais il explique aussi le parcours d'un data scientist, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, c'est quoi le salaire, etc. Donc, ça peut aussi vous donner des informations. La différence entre les métiers dans la data, parce que l'on parle de data scientist, il y a Ouais. data analyst, il y a data engineer. Donc, ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça top. Et après, la dernière chose, je dirais, en fait, ça va être tout ce qui est un peu autour du réseau. Donc, en fait, c'est de participer à des meet-up, des conférences autour de l'appareil. Il y a tellement de sujets. Il y a forcément quelque chose qui vous intéressera. Et c'est même pas forcément de la data en plus, hein, ça existe dans tous les secteurs. Ça permet déjà de rencontrer des gens qui ont quelque chose à raconter sur leur expérience. Ça permet aussi de parler à toutes les personnes qui sont venues après la conférence, justement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça continue aussi souvent sur les réseaux type LinkedIn, où ça permet de se construire un réseau au fur et à mesure. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Au début, je le voyais pas du tout. Et en fait, ça permet de créer des opportunités. Et aussi, il y a beaucoup sur LinkedIn des genres de masterclass, des workshops gratuits qui sont diffusés, auxquels on peut s'inscrire. Moi, j'aime beaucoup la plateforme DataCamp, qui de base est payante, mais elle offre ça, en fait, des intervenants pendant 1 heure qui parlent d'un sujet, ou alors vraiment quelque chose de super concret où il y a un
un problème mathématique, ils vont le résoudre en montrant vraiment des lignes de code. Donc, ça ne peut pas être plus concret que ça pendant 1 heure, quoi. Alors, Donc, juste sur ce point-là du networking, qui est extrêmement important, vous avez une chance immense, et je vais insister là-dessus, vous habitez en banlieue parisienne. Rappelle-moi, tu as grandi où, Laura? Tu viens d'où à la base? je viens du Poitou-Charentes. Voilà, donc ce qui est relativement loin de Paris, on va dire ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le train, vous êtes rapidement sur Paris. Vous avez donc accès physiquement à ces événements pour un coût qui est fait parce que c'est le coût de votre passe Navigo. Donc encore une fois, vous êtes proactif, vous regardez les événements qui sont disponibles en ligne, on vous donne des ressources, c'est des événements qui sont aussi poussés par Véronique et par les collègues de l'université et qui sont sur Paris. Bon, on prend son train, on y va et vous avez un train pour revenir. Donc c'est une chance immense parce que si vous habitez un peu plus loin, ça devient vite très compliqué. Une deuxième question, c'est quoi là, on va pas commencer à tout expliquer sur la différence entre les différents métiers, mais entre un data analyst, data scientist et data ingénieur. J'aimerais juste qu'ils comprennent un peu la différence entre ces 3 métiers. Complètement. C'est super important parce que même au sein, par exemple, moi j'ai un poste de data scientist, ça m'est arrivé de faire des missions de data engineer ou de data analyst. Chaque entreprise peut avoir aussi sa propre définition. Moi, personnellement, d'après mes expériences, le data engineer, ça va être plus d'entreposer la donnée de façon correcte, un minimum correct et valorisé pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est vraiment… Et il va y avoir toutes les notions de data warehouse, donc c'est la façon de stocker la donnée, de data lake, etc. Ensuite, il y a le data scientist. Alors là, pareil, il peut y avoir plusieurs définitions. Le data scientist, de base, c'est quelqu'un qui va modéliser un problème et utiliser des outils de machine learning pour répondre à une problématique qui est souvent de prédire quelque chose, de classifier quelque chose. Et le data analyst, ça dépend des entreprises. Il peut être très rattaché au métier pour répondre à des questions super concrètes. Combien on va dépenser sur tel produit le mois prochain. Donc, il va utiliser les données que le data engineer a mis. Il va mettre énormément de liens avec le côté métier pour répondre à ce problème-là, faire un suivi visuel avec beaucoup de data visualisation et créer des dashboards de façon le plus automatisée possible pour que ça soit utilisé par tout le monde dans la boîte. Voilà. Mais là où se rejoignent beaucoup, pour moi, les 3 métiers où se rejoignent beaucoup, c'est aussi sur la qualité de la donnée. Avant même de pouvoir répondre à une question ou de créer un modèle de machine learning, il faut que la donnée elle soit de super bonne qualité, valorisée, qu'elle veuille dire quelque chose, parce que si on ne comprend rien à la donnée, c'est super compliqué d'en faire quelque chose derrière. Donc, c'est là où ça se regroupe les 3 métiers et où des entreprises peuvent un peu faire des cloisons différentes, quoi. Oui, très intéressant. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions par rapport aux échanges. Malheureusement, on peut pas développer trop le point, mais à mon époque, je pense que ça existe encore. Il y a un service des relations internationales. Et dans ce service-là, vous avez des informations. Donc, je vois qu'il y en a qui sont un peu à l'école d'ingénieur plutôt, et d'autres qui sont peu importe votre formation, allez au service des relations Ça internationales. existe toujours. Il y a un service des relations internationales au sein de l'université qui présente régulièrement les programmes en fait européens et internationaux, puisque maintenant on a Erasmus+, ce qui permet aux étudiants en fait de pouvoir profiter de différents programmes selon leur spécialité. Et puis pour ceux qui sont en fin d'études, dans toutes les universités, parce que c'est pas que à l'université Sorbonne Paris Nord, tout le monde fonctionne un petit peu pareil. Il y a aussi le VIE, qui est le volontariat international en entreprise, qui permet à un étudiant d'avoir une réelle expérience pendant de minimum 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, je crois, dans une entreprise où là, il est salarié, ce n'est pas un stage, même si c'est du volontariat. Et ça permet en fait de pouvoir avoir une réelle expérience professionnelle tout en apprenant la langue du pays dans lequel on va. Parce qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui vont en Corée, vont au Vietnam, etc. Il n'y a pas que les pays anglophones aujourd'hui. Juste un point très important, lorsque moi j'ai fait mon échange, je pense que c'est pareil. Lorsque vous allez, je pense que c'est aussi disponible sur le site de l'université, vous allez voir les universités partenaires et les formations disponibles. Et donc c'est à vous derrière, par exemple, je ne sais pas, moi, Yasmine qui est à Sud Galilée, je dis une bêtise, mais si tu fais une licence en informatique, tu peux regarder les universités partenaires si elles ont aussi une licence en computer science. Et ensuite, derrière, via ce partenariat, de voir si tu peux déjà, quels sont les prérequis pour pouvoir candidater, parce qu'en général, ils demandent des prérequis de notes, d'anglais. Il y a des tests d'anglais à passer au préalable. Moi, je m'étais entraîné à l'époque, c'était le TOEFL parce que je voulais partir aux États-Unis. C'est l'IELTS pour le UK. Mais en gros,
la logique, c'est, là, on est encore un peu, on est un petit peu tôt ou tard, ça dépend comment vous regardez, mais en général, vous devez faire les candidatures autour de décembre, janvier. Et donc, si vous prenez le plus tôt possible, on va dire septembre, octobre, pour partir août ou septembre de l'année d'après. Donc, voilà, dépendamment de à quel moment vous êtes dans votre parcours. Mais les candidatures pour les universités en général étrangères se font autour de ces mois-ci, décembre, janvier. Donc, encore une fois, être proactif, regardez les cursus qui vous intéressent, qui correspondent à vos cursus en France, vous préparez, regardez les prérequis, vous préparez au test. Et encore une fois, il y a des bourses pour des étudiants, il y a des possibilités. Parfois, on peut aussi prendre des prêts. C'est des investissements qui payent. Surtout si vous êtes dans des cursus ingénieurs, informatiques et autres, c'est des investissements à faire. Alors, peut-être une ou deux dernières questions. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus là? Moi, j'en ai une intéressante, je trouvais. C'était est-ce que le métier de data scientist ne consiste pas en une grande partie à nettoyer et à noter la data plutôt que de développer des modèles prédictifs? Ce n'est pas un peu rébarbatif? C'est marrant cette question parce que moi, c'est un peu de l'appréhension. Alors, j'en étais pas forcément à des modèles prédictifs, etc., mais j'étais en analyse de données à la fin de mon unité. C'est l'impression que j'avais, que c'était tout le temps les mêmes outils, qu'on appliquait la même chose sur la donnée, voilà. D'où un peu le rébarbatif. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est tellement varié déjà en fonction du type de données. Au début, on travaille sur des données numériques, limite qui sont dans un tableur Excel. Mais en fait, des données, ça peut être tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ça peut être des images, du son, du texte. Et donc, en fait, on apprend plein de choses juste en essayant de stocker une donnée textuelle dans une base de données. Voilà, faut essayer de découvrir, de chercher, de savoir comment on fait. Et donc, celle-là, ensuite, comment on vient la requêter? Qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est pas un chiffre. Enfin, donc, c'est vraiment différent en fonction du type de données, du secteur où on est aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de contraintes métiers sur la donnée. Une donnée dans un secteur bancaire n'a pas forcément le même sens qu'une donnée dans le secteur de cybersécurité. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce métier parce que justement, alors je ne dis pas qu'on va trouver dans chaque poste rébarbatif, mais il y a ce côté-là que moi, j'ai retrouvé côté pro au début, qui est au bout d'un an et demi, je sentais peut-être que je faisais la même chose et la boîte, elle n'était pas forcément prête à ajouter un nouveau sujet, une nouvelle démarche, etc. Je pouvais me tourner vers un autre poste qui était différent et la façon de faire est complètement différente, quoi. Donc, en fait, il y a du choix au sein de l'entreprise, mais aussi au sein du marché, tout simplement. Juste compléter, excuse-moi de t'interrompre, Laura, juste compléter rapidement. C'est un métier extrêmement varié, data scientist. Mais il y a une qualité qui est extrêmement importante, il faut résoudre des problèmes. Parce qu'à la fin de la journée, l'IA, c'est un outil. Vous bâtissez des modèles pour répondre à une problématique métier. Et donc, il faut comprendre quelle est cette problématique-là, et il faut comprendre quel est le modèle le plus approprié pour répondre à ce problème-là. Donc, c'est vraiment d'où la formation mathématique. En général, on a une appétence pour la résolution de problèmes, pour la logique, qui doit être extrêmement importante. La maîtrise de l'anglais, parce qu'on est dans un domaine qui est international. Mais vraiment, il faut aimer ça. Et même nous, quand on recrute, data scientist, d'ailleurs, bon, juste un point à passage, ma startup, elle est basée aux États-Unis. On recrute majoritairement à San Francisco. Et là, on parle d'emploi à sortie d'études directement à 6 chiffres. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'avais une stagiaire qui était de Berkeley, qui avait donc fait une licence, et elle était déjà à 5-6 000 $ par mois en stage. Donc c'est pour vous donner une idée des chiffres pour les États-Unis. Ce qui, encore une fois, est possible parce que Laura, elle est en France, ça pourrait très bien décider de s'expatrier. Encore une fois, c'est une demande qui est mondiale. C'est parce qu'elle elle est heureuse d'être là où elle est, mais elle pourrait faire la même chose en étant payée 2 à 3 fois plus sur la côte ouest, sur la côte est. Donc, ça, c'est vraiment un choix de vie derrière. Parenthèse close. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette appétence pour la résolution de problèmes. C'est extrêmement varié, extrêmement riche. Et surtout, on apprend tout le temps. On a pris un exemple très, très rapide. ChatGPT, ça arrivait il y a 1 an à peu près dans l'espace public. Ça a eu un impact extrêmement important. Mais ça introduit derrière toute une approche nouvelle du machine learning. Donc, avec tous les large language models, ça ne vous parle pas forcément, mais c'est extrêmement différent des modèles classiques et prédictifs sur lesquels on bossait il y a encore 1 an. Et donc, la capacité à s'adapter, c'est des types de modèles très différents. Si on n'a pas de curiosité, on ne tient pas. On ne tient pas dans le secteur d'activité. On est vite dépassé. Donc, il faut continuellement apprendre. C'est aussi ça des traits de personnalité. De toujours vouloir apprendre, toujours vouloir avancer. Si vous n'avez pas ça, ne faites pas ça. Vous allez vite être dépassé. Peut-être une dernière question, après on va clore la session. Alors. Il y avait une question très spécifique, mais je voulais qu'on la garde pour le dernier. C'était sur l'école d'ING. Bon, pour moi, ça c'est vraiment à la fin. Si on a une autre qui peut concerner plutôt tout le monde. Alors, peut-être la dernière sur les profils littéraires. Peut-être rapidement, comme je vais dire ce que j'en pense.
À la fin de la journée, il y a donc, le métier de data scientist, à profil littéraire, ça peut être plus ou moins compliqué, encore une fois, dépendamment des bases. On peut toujours se reconvertir, je dis toujours ça. Mais en général, il faut avoir une appétence pour la discipline dans laquelle on se reconvertit. En revanche, dans une boîte tech, il y a différents corps de métier. On retrouve les départements classiques, en fait, de marketing, de finance, de produits, et ainsi de suite. Donc, on peut très bien avoir une appétence pour le secteur technologique et pas se voir en train de coder ou être data scientist nécessairement. Moi, je suis dans la stratégie et business dev, je ne suis pas en train de coder. Par contre, encore une fois, avoir une appétence pour le produit qu'on essaye de vendre. Et ça veut dire qu'encore une fois, on aime les sciences, on aime la technologie, on est capable de plonger dedans. Moi, je lis beaucoup de papiers de recherche, je suis très proche de ces sujets-là. C'est très compliqué quand on a vraiment rebuté par les maths et les sciences de se dire je vais travailler pour une boîte tech. Par contre, si on a cette appétence-là, mais qu'on ne veut pas programmer toute la journée, il y a des très beaux métiers qui sont disponibles. Peut-être Laura, le dernier mot là-dessus. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Même juste dans une équipe data, moi j'ai vu différents métiers aussi arriver qui n'existaient pas quand j'ai commencé mon DUT. Typiquement, j'ai croisé tout ce qu'il y a autour de la data gouvernance qui est en train d'émerger. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais un peu de la Qu'est-ce que ça veut dire, data gouvernance? C'est une grosse problématique, mais c'est de valoriser la qualité de la donnée et qu'elle soit utilisée correctement via toutes les équipes, parce qu'en fait, côté IT, data, ceux qui travaillent en data savent l'utiliser, mais quelqu'un qui travaille au marketing et qui a besoin en fait des données pour faire des rapports, la finance, il faut bien savoir l'utiliser. Et donc, pour bien savoir l'utiliser, il faut aussi qu'elle soit bien stockée, etc. Et c'est toutes ces problématiques-là en fait qui viennent solliciter toutes les équipes. Et donc là, c'est souvent, des fois, c'est des entreprises quand même assez conséquentes qui ont besoin de ça, de construire une équipe de data gouvernance qui va être en lien avec vraiment tout le monde, et pas forcément que l'IT. Exactement. Un dernier point très rapide, parce qu'après on va devoir clore, sur les hackathons. Les hackathons, donc c'est des compétitions ouvertes, où en général les data scientists, les hackers peuvent participer. Il y a des prix à gagner. En général, c'est à la fois de l'argent, concrètement, hein, de l'argent, mais aussi souvent des crédits pour pouvoir utiliser des outils. Ça, ces compétitions, elles sont ouvertes, elles sont en ligne. Il y a une question de Yasmine, elles ne sont pas organisées par l'université Sorbonne Paris-Nord. Tout simplement, en fait, on peut taper sur Internet quels sont les hackathons disponibles. Il y a plein de plateformes qui en proposent. Nous, on organise régulièrement d'ailleurs des hackathons pour les data scientists avec des beaux prix à la clé. Donc là, c'est tout simplement, encore une fois, la curiosité. Et quand on va les regarder sur des sites comme LabLab.ai, par exemple, LabLab.ai, là, vous avez tout un tas d'hackathons qui sont proposés, ouverts à tous, qui sont hyper prestigieux, hyper intéressants. On s'entend, il y a des niveaux de difficulté différents dans ces compétitions-là. Donc, quand on n'a pas fait une ligne de code, s'inscrire à ces hackathons, c'est bien pour apprendre, on ne va pas nécessairement gagner. Mais par contre, on va apprendre et surtout, on va rencontrer nos pairs. On insiste, on revient sur l'aspect communauté. On est ceux avec qui on travaille. Il ne faut jamais vous tromper dans la vie, hein. Vous êtes la moyenne de vos groupes. Ça, pour moi, c'est une règle d'or. C'est-à-dire que si on est dans un groupe avec des gens qui sont des hackers, qui sont en train de participer à des compétitions, qui sont toujours en train d'apprendre, qui sont sur des nouveaux langages, qui sont sur des nouveaux outils, par définition, l'effet d'entraînement, on va être aussi ces personnes-là. Et donc, c'est à vous d'aller chercher ces plateformes-là, c'est à vous de participer à ces compétitions-là qui sont ouvertes. Encore une fois, il y a un truc qui est magnifique dans la tech, et particulièrement dans le métier de data scientist. On est vraiment jugé sur ce qu'on fait. C'est un des rares secteurs d'activité où, oui, on peut avoir du réseau, on peut avoir du cloud, on peut avoir fait telle étude, mais moi, j'ai dans ma boîte beaucoup de gens qui ont fait des très bonnes études, MIT, Berkeley, Oxford, whatever, et on a des gens qui ont fait l'université, franchement, qu'on ne connaissait pas. Mais à la fin de la journée, on regarde ce qu'ils ont produit. C'est aussi bête que ça. C'est un secteur où on est vraiment jugé sur ce qu'on produit. Et c'est assez rare pour être comment dire, mis en avant. Du coup, ça a des opportunités à tous. À tous. Et ça, c'est assez rare, pour le coup. Alors, très bien. Donc, je pense qu'on a couvert, en tout cas, moi, toutes les questions. J'espère que ça a été intéressant. Donc, peut-être deux choses juste pour finir. On va voir d'autres événements comme celui-ci. On vous communiquera les dates prochainement. On est aussi disponible sur LinkedIn. Laura, elle a un métier à plein temps. J'ai un métier à plein temps. Donc, on ne va pas être capable de répondre nécessairement à tout le monde de manière individuelle, mais ça vaut toujours le coup. Mais surtout, il y a plein de gens comme Laura et moi qui sont dans ce secteur d'activité-là. Donc, c'est à vous, encore une fois, d'être proactif, d'approcher les personnes. Mais quand on approche une personne, c'est toujours plus simple de dire, d'avoir bien regardé ce que la personne fait, d'avoir une question qui est ultra précise, pertinente, on regarde son parcours, de son poste et ainsi de suite. Si possible, de rencontrer la personne d'un événement. Donc, regardez bien son fil d'actualité. Il y a peut-être un événement où je vais pouvoir la rencontrer physiquement parce qu'en fait, il y a un hackathon, parce qu'il y a un meet-up, il y a ceci, il y a cela, et que je suis en banlieue, c'est pas loin, je vais aller sur Paris et je vais rencontrer la personne. Mais encore une fois, ça doit venir de vous. Oui, moi je suis d'accord. C'est vraiment quelque chose que je rabâche aux étudiants. C'est le fait d'être proactif. Ils sont acteurs
de leurs études, de leur formation, de la manière d'étudier, de l'envie. Tout ça, ils ont beaucoup de choses qui sont proposées sur l'université. Il y a plein de formations qui sont organisées, par exemple, par tout ce qui est entrepreneuriat. Il y a plein de formations au sein de l'entrepreneuriat qui sont ouvertes à tous, même pour ceux qui ne veulent pas entreprendre, et dans lesquelles on apprend plein de choses. Et où il y a des intervenants professionnels qui viennent de tous les secteurs, y compris, par exemple, aujourd'hui, de data scientists. Et puis, il y a aussi les BDE qui, surtout chez les scientifiques, sont très actifs pour organiser des projets avec d'autres formations. Donc, c'est à vous de voir ce qui se passe à l'université. Il y a beaucoup de choses écrites sur le site. Et puis, il y a beaucoup de choses au sein de vos UFR et vous pouvez toujours passer nous voir. Donc, nous sommes Voilà. sous les amphis 5, 6 et 7 dans le grand hall. Merci Voilà, beaucoup, le service voix. Merci beaucoup, Laura. Je pense encore une fois, parcours remarquable. Merci beaucoup, Laura. C'était hyper superbe insight. intéressant. Merci à tous C'était les deux. clair. Bah, Tu top. peux arrêter le recording, je pense, Véronique. Tu cliques sur là, comme ça, au moins, c'est sauvegardé. Et voilà.